Je remercie à la fois la Cinémathèque de Toulouse et les archives départementales. Je suis très, très content d'être ici, surtout pour parler de ce thème donc de la correspondance de cinéastes qui s'inscrit donc dans cette interrogation sur l'écrit, l'écriture. Et donc, bon, je vais vous montrer quand même quelques extraits. Il y a 5 extraits de films, une petite vingtaine de minutes de cinéma. Mais c'est vrai que je vais aussi, et peut-être plus encore, vous lire beaucoup d'extraits, mais de lettres, de lettres que ces cinéastes de la Nouvelle Vague se sont adressées. Alors sur une chronologie qui est évidemment moins large, que ne remonte pas au Xe siècle, mais elle couvre ce qu'on pourrait appeler une amitié collective. Voilà, une amitié collective qui est celle qui a lié les jeunes gens de la Nouvelle Vague depuis leur jeunesse jusqu'à leur vieillesse, et à travers toute une série de manières je dirais, de faire groupe, et aussi évidemment de rupture, toute une série quand on fait groupe, on finit aussi régulièrement par rompre. Donc la conférence s'appelle exactement Vague de correspondance. La circulation épistolaire au sein de la Nouvelle Vague. C'est donc, je pars de correspondances croisées, qui sont pour moi, je dirais d'abord des sources de savoir sur un groupe, sur ce groupe de la Nouvelle Vague. L'épistolaire et le collectif, la circulation des lettres, donne beaucoup d'informations sur à la fois les personnalités, la manière dont ce groupe s'invente des rendez-vous, des rituels, sur son savoir, sur la constitution de ce qui le réunit, et également sur, je dirais, ce qui l'occupe d'abord, c'est-à-dire assez vite d'écrire des critiques de films, et de fabriquer des films, de tourner des films. Donc voilà, tout cela, il y a toute une série d'informations qui vont passer, et c'est en tant qu'historien du cinéma que je parle ici aussi, que la correspondance amène de façon très directe. Je pense qu'il y a une vérité de la correspondance, une vérité épistolaire qui est à la fois dite par les lettres, et qui est aussi d'une certaine manière qui est identifiée plus exactement par ces lettres qui sont échangées. Je pense que il y a pour beaucoup d'entre ces 5 cinéastes, donc je vais rentrer dans le détail très vite, il y a ce qu'on pourrait appeler une puissance de l'écriture, mais plus particulièrement une puissance de la correspondance, une extraordinaire puissance même de la lettre, une puissance de séduction, de conviction, une puissance de confession, d'information, et aussi évidemment une puissance polémique. Et je pense qu'on ne peut pas mieux l'illustrer que par un extrait, donc que ce sera le premier extrait de Jules et Jim, un moment qui est un peu central dans le film, qui précède le moment le plus célèbre du film, c'est-à-dire le moment où Jeanne Moreau chante le tourbillon de la vie. Ce moment est précédé par une petite histoire de correspondance. Bonjour Sabine. Bonjour Albert. Ça va? Comment va ta maman? Bien. Bonjour Albert. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez sacrifié vos moustaches? Oh oui, j'ai fait comme tout le monde. Mais je ne me plais pas ainsi, j'ai l'impression d'être tout nu. Je vais la laisser repousser. Albert a été blessé à la guerre, dans les tranchées. Maintenant, ça va tout à fait, mais quand je me suis réveillé et que j'ai vu le chirurgien fouiller dans mon crâne, j'ai pensé à Oscar Wilde. Mon Dieu, épargnez-moi les douleurs physiques, les douleurs morales, je m'en charge.
Ce qui est révoltant dans la guerre, c'est qu'elle prive l'homme de son combat individuel. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il peut quand même, en marge de la guerre, mener la sienne. Je pense à cet artilleur que j'ai connu à l'hôpital. En revenant de permission, il a rencontré une jeune fille dans le train. Ils se sont parlé entre Nice et Marseille. En sautant sur le quai de la gare, il lui a donné son adresse. Eh bien, pendant 2 ans, tous les jours, il lui a écrit frénétiquement depuis les tranchées, sur du papier d'emballage, à la lueur des bougies, même quand les obus pleuvaient, des lettres de plus en plus intimes. Au début, il commençait « Chère mademoiselle » et terminait par « Mes hommages respectueux ». À la 3e lettre, il l'appelait « Ma petite fée » et lui demandait une photographie. Puis ce fut « Ma fée adorable ». Puis « Je vous baise les mains ». Puis « Je vous baise le front ». Plus tard, il lui détaille la photographie qu'elle lui a envoyée et lui parle de sa poitrine qu'il a cru deviner sous le peignoir. Et bientôt, il passe au tutoiement. « Je t'aime terriblement ». Un jour, il écrit à la mère de cette jeune fille pour lui demander sa main. Dès lors, il devient son fiancé officiel sans jamais l'avoir revu. La guerre continue et les lettres deviennent toujours plus intimes. Je m'empare de toi, mon amour. Je prends tes seins adorables. Je te presse absolument nu contre moi. Lorsqu'elle répond un peu froidement à une de ses lettres, il s'emporte et la prie de ne pas faire la coquette parce qu'il peut mourir d'un jour à l'autre, et il dit vrai. Voyez-vous, Jules, pour comprendre cet extraordinaire dépucelage par correspondance, il faut avoir connu toute la violence de la guerre des tranchées, cette espèce de folie collective et cette présence de la mort minute par minute. Voilà donc un homme qui, tout en participant à la Grande Guerre, a su mener sa petite guerre parallèle, son combat individuel, et conquérir totalement une femme par la persuasion à distance. Quand il est arrivé à l'hôpital, il était comme vous, blessé à la tête, mais il n'a pas eu votre chance. Il est mort après la trépanation, la veille même de l'armistice. Dans sa dernière lettre à sa fiancée inconnue, il écrivait « Tes seins sont les seuls obus que j'aime. » Je vous montrerai une série de photos que j'ai de lui. En les regardant vite, on croit le voir bouger. C'est une belle histoire, Jim. Quand il était à la guerre, Jules aussi m'envoyait des lettres très belles. Bonjour Albert, vous avez terminé ma chanson? Montez, on va travailler ensemble. Donc cet extraordinaire dépucelage par correspondance, hein, comme Henri Serre raconte cette histoire, illustre, je dirais même plus incarne, hein, ce pouvoir de l'écrit et ce pouvoir plus particulièrement de la lettre, hein, que François Truffaut confère à la lettre en général et plus particulièrement à ses lettres à lui. Hein, évidemment, Truffaut va être au centre un petit peu de cette conférence, même si c'est l'intérêt, je pense, aussi de ces correspondances. Elles ont fait émerger, ou elles ont émergé à l'occasion de ce qu'on pourrait appeler un moment archivistique, hein, qui est le moment archivistique Nouvelle Vague, c'est-à-dire ce moment où, pour des données strictement, enfin notamment plutôt biologiques, hein, tous ces cinéastes viennent de mourir ou sont morts un peu prématurément comme Truffaut, mais ou sont pour certains, pour Godard et Rivette, encore vivants. Mais on est dans un moment où ces sources commencent à être déposées en archives. Sont des archives privées, hein, puisqu'elles appartiennent à chacun de ces cinéastes. Mais ce moment archivistique, c'est celui de l'ouverture de ces sources à la recherche, et à la recherche parce qu'elles sont déposées dans des fonds d'archives qui s'ouvrent à la consultation. Pour détailler ces cinq cas particuliers, disons que sur ces 5 cas, donc Chabrol, Rivette, Romer, Godard, Truffaut, 4 sont des épistoliers, dont 2 exceptionnels. Chabrol, très peu trouvé de lettres, en fait, même si son fonds, le fonds Chabrol vient d'ouvrir à la Cinémathèque française, mais il y a très très peu de correspondance. Et Chabrol était d'abord un être, je dirais, de l'oralité, un être très brillant de l'oralité, avant d'être un être de l'écriture, hein, comme les autres membres de la Nouvelle Vague. Le fonds Rivette vient tout juste d'ouvrir à la Cinémathèque française. Je pense qu'il est aussi très riche, notamment de correspondance. Donc, mais je ne l'ai pas encore spécifiquement travaillé. Par contre, j'ai travaillé les 3 autres fonds
celui d'Éric Romer, qui a été déposé à l'IMEC, à l'abbaye d'Ardenne à Caen, qui est un fonds où la correspondance est importante. Bien sûr, on y rencontre un souci, je dirais, de l'historien qui travaille dans ce type de fonds, c'est que les lettres de Romer sont évidemment moins présentes que les lettres que Romer reçoit. C'est un fonds de correspondance est souvent d'abord composé de lettres reçues. Les lettres envoyées ne sont pas forcément gardées. Romer avait l'habitude cependant de préparer ces lettres dans des brouillons au crayon à papier. Et donc ces brouillons, par contre, pour les lettres, je dirais, importantes, ont été conservées. Le cas de Godard est un peu particulier. Il n'y a pas encore de fonds Godard constitué, puisque d'une part, Jean-Yves Godard est toujours vivant, et bien vivant, et puis d'autre part, c'est quelqu'un qui a gardé finalement de façon relative, on va dire, ses fonds. Il n'a pas comme Romer et Truffaut, il n'est pas un être d'archives. Godard a conservé chez lui à Rolle pas mal de ses archives récentes, en tout cas des 40 dernières années de sa vie. Mais auparavant, il a beaucoup dispersé ces fonds, et c'est un effet, je dirais, archivistique de cette dispersion ou de ces ruptures dans la vie de Godard qui correspondaient à chaque fois à des dispersions de fonds, à des ventes de fonds, voire à des façons de se débarrasser comme ça de ses vies antérieures en jetant, en abandonnant ses archives au fur et à mesure des ruptures de son existence. Il existe, c'est ce que j'ai pu constater en écrivant la biographie de Godard, pour quelqu'un qui, de façon un peu obsessionnelle, piste comme ça les écrits godardiens, ce qu'on appelle les vendeurs d'autographes, notamment dans les puces, ont de très nombreux autographes de Godard, qui sont généralement des lettres personnelles ou des écrits de la période critique. Mais c'est quelque chose qui est relativement courant si vous allez aux puces autour de Paris, notamment à Montreuil, Vanves ou Saint-Ouen. Vous pouvez trouver comme ça pas mal d'autographes de Godard. Donc j'ai pu réunir une petite correspondance godardienne, outre évidemment les lettres que Godard a envoyées à Truffaut, à Romer, à Rivette, ou à ces différents producteurs qui peuvent être conservés dans les archives de ces différentes personnes. Enfin, le cas Truffaut est peut-être le cas le plus exemplaire. Truffaut a, d'une part, conservé de façon obsessionnelle, je dirais presque compulsive, l'ensemble de ces archives, les a classées, les a déclassées, reclassées, les a utilisées pendant toute sa vie d'homme et d'artiste et de cinéaste. Et la correspondance était pour lui, vous l'avez compris en écoutant, en visionnant cet extrait de Jules et Jim, quelque chose d'absolument essentiel, on peut dire, de Truffaut. On peut le dire aussi de Godard. Je pense qu'il est un des grands épistoliers du XXe siècle, en tout cas par le fond, l'énormité du fond de plusieurs milliers de lettres conservées de François Truffaut, et également par, je dirais, justement la qualité de cette correspondance, au sens où Truffaut y mettait beaucoup de lui-même et considérait qu'il s'agissait d'une part, peut-être pas forcément une part de son œuvre, encore que, en tout cas une part de sa personnalité, ça c'est absolument certain. Donc Truffaut va être évidemment un peu à la fois au cœur de cette conférence et au cœur de la correspondance de ces cinéastes de la nouvelle vague. Toute cette génération de cinéastes nés autour des années 1920-1930, on les trouve donc, je pense que c'est un phénomène aussi générationnel. Il y a à la fois un attachement très très fort à la littérature, aux faits littéraires, à l'apprentissage, à l'initiation littéraire, donc où la correspondance, évidemment, la correspondance lue, la correspondance
je dirais le roman par lettres, par exemple, est quelque chose qui a beaucoup frappé plusieurs de ces cinéastes, hein, et également la correspondance partagée. Hein, donc c'est peut-être une des dernières générations, hein, à la fois littéraire et écrivante, qui a en tout cas un usage à la fois dans sa lecture, dans son appréhension du monde et dans sa pratique quotidienne pour la plupart, un usage très important de la correspondance, de la lettre. Truffaut le dit bien dans une série de lettres qu'il écrit très jeune. C'est peut-être la première fois qu'il prend conscience de l'importance de la correspondance à son ami Robert Lachenay. Hein, la correspondance entre François Truffaut et Robert Lachenay commence à l'été 1945, quand Truffaut est âgé de 13 ans. Voici ce qu'il écrit alors qu'il est en vacances à Binic, en Bretagne. « Je ne peux pas me passer de t'écrire tous les jours. Fais de même. Je sévigne, tu sévignes, nous sévignons. » Voilà le modèle évidemment épistolaire majeur, hein, la Sévigné, hein, qui en quelque sorte devient presque un modèle d'existence, un modèle d'appréhension du monde pour Truffaut. « Je fais du kayak et j'écris 5 lettres par jour. Écris-moi, écris-moi. » Donc cette passion épistolaire exceptionnellement précoce et exceptionnellement dense va se révéler durable, hein, chez François Truffaut, et comportera toujours pour lui un enjeu absolument vital. Et donc c'est quelque chose qui accompagne chez Truffaut la découverte du monde littéraire à travers évidemment la lecture. Un Truffaut l'a dit souvent, il a été en quelque sorte formé par la lecture, une lecture qui est absolument boulémique, qui est aussi une lecture qui lui permet de survivre, à la fois parce qu'il est un enfant peu aimé, donc voilà, la lecture est une sorte de refuge, et puis elle est aussi quelque chose qui va lui permettre de survivre au sens de construire son existence. Hein, à l'égal du cinéma, à l'égal des films vus, les livres lus sont absolument décisifs pour François Truffaut, qui est donc très vite un habitué des librairies. Et voici ce qu'il écrit dans une autre lettre à Robert Lachenay, hein, le 18 septembre 1945, au retour de ses vacances bretonnes. Il donne les détails de ses dernières acquisitions. « Ah mais oui, la Tour Eiffel est toujours là. Me voici parisien depuis 5 jours. Mon premier saut a été pour mes Fayards. Le marchand qui est rue des Martyrs, en face de Medrano, en a une quantité formidable. J'y vais demain. Rue Mansart, j'ai acheté cet après-midi 36 classiques, parmi lesquels il ne te manque, donc il écrit à Lachenay, que Candide, Stello, 2 volumes, La guerre et la paix, 8 volumes, Histoire d'un merle blanc, Première méditation poétique, Tartarin de Tarascon, Fromont jeune, 4 donc. Il n'y a que 18 volumes que tu n'as pas dans ce que j'ai acheté, et tu les trouveras chez toi en rentrant. » Il partage à ce moment-là un même petit recoin, un petit studio. « J'ai en ce moment 295 bouquins. Il m'en manque 90 pour avoir la totale. Les 90 livres manquants finiront évidemment par entrer dans sa bibliothèque. Et lorsque François Truffaut travaillera quelques semaines dans une librairie papeterie au Palais Royal, La Paix chez soi, il réussira à acheter pour 3500 francs, anciens francs, toute la collection de petits livres classiques de chez Fayard, dont il parle là, de A à Z. Truffaut restera toute sa vie ce lecteur acharné. Il se constituera donc jour après jour une bibliothèque intime revendiquant ses propres choix, comme en témoigneront tous les complices de Truffaut qui, autant que des cinéphiles, seront des grands lecteurs. Truffaut ne peut pas concevoir l'amitié ou même la relation, hein, je dirais, sans la lecture partagée autant que le cinéma partagé.
Donc il y a là une forme d'éducation par la lecture et par l'écriture de la lettre. Cette éducation, elle va être très vite pour Truffaut et les autres membres de la Nouvelle Vague ce qu'on pourrait appeler le ciment du collectif. Être ami, faire groupe, écrire pour pallier la séparation, même si elle est éphémère, et préparer aussi évidemment les complots, les prises de pouvoir, les articles, travailler ensemble, se serrer les coudes, faire corps par les lettres, par l'écriture échangée. C'est quelque chose qui va être très rapidement conçu comme absolument essentiel et vital. L'amitié par lettres est au cœur de cette relation entre jeunes cinéastes, d'abord entre jeunes critiques et jeunes cinéastes, et elle conditionne je dirais une forme de volontarisme dans l'écriture. C'est quelque chose qu'on retrouve très vite, aussi bien chez Godard, Rohmer, Truffaut, cette idée qu'il faut en quelque sorte s'obliger à écrire, que c'est une sorte de discipline, comme un pianiste fait ses gammes. Un jeune cinéaste ne peut pas tourner autant qu'il le voudrait, mais par contre, un jeune homme qui se cultive, un jeune homme qui tente de vivre aussi en groupe, comme le font les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague, peut s'obliger à écrire. Il y a cette idée d'une amitié qui est aussi une construction volontaire. C'est ce qu'on va découvrir dans un moment qui est presque un moment un peu théorique chez Truffaut, cette manière de théoriser l'obligation d'écrire des lettres. Il s'agit là d'une série de lettres que Truffaut échange avec Helen Scott. Helen Scott, c'est une cinéphile et une critique américaine que Truffaut rencontre à New York en janvier 1960. Un premier voyage de Truffaut à New York, qui va y présenter les 400 coups. Helen Scott dirige à New York, travaille à New York au French Film Office. Elle est donc chargée de diffuser en quelque sorte la culture française. Et c'est une rencontre capitale pour Truffaut, capitale à la fois par l'amitié qui va lier Truffaut à Helen Scott, et puis aussi pour le travail, pour la diffusion aussi de l'œuvre de Truffaut et de la Nouvelle Vague en général, puisque Helen Scott rencontrera Godard, Renner, Yvette, Rohmer, tous les gens de la Nouvelle Vague, la diffusion de la Nouvelle Vague aux États-Unis. Et donc dès son retour à Paris, Truffaut reste en relation avec Helen Scott à travers une correspondance régulière et extrêmement riche. C'est un des volets importants de la correspondance de Truffaut. Il y a près de 800 lettres entre Truffaut et Helen Scott, qui sont des lettres souvent admirables. Habituellement très pudique sur ses relations amoureuses ou amicales, Truffaut va confier à Helen Scott ses états d'âme de cinéaste, les difficultés qu'il rencontre aussi bien dans son travail, dans la crise de la Nouvelle Vague, que dans sa vie privée. Il y a bien sûr cette distance entre Paris et New York. Il considère que c'est quelque chose qui lui garantit une certaine discrétion, qui lui garantit aussi, qui lui permet en quelque sorte d'en dire plus sous la forme de la confession, de la confidence. Mais il y a aussi le talent de persuasion d'Helen Scott, de sa correspondante. Ainsi, dans une des premières lettres qu'elle lui adresse le 3 mars 1960, quelques semaines après leur séparation, Helen Scott se plaint à Truffaut. Et c'est à partir de cette plainte que Truffaut va construire en quelque sorte cette obligation d'écrire. Sans m'attendre, écrit-elle, à un débordement égal de votre côté, j'espérais recevoir de vous quelques nouvelles personnelles. Vos préoccupations pour le nouveau film, votre retour à Paris, que sais-je. Bref, une phrase, n'importe laquelle, qui me permettrait de reconnaître mon ami Truffaut. Or, votre lettre, toute business, aurait pu être écrite par n'importe quel producteur. Le message à la main, vous connaissez ma manie anti-formule. Pour moi, il n'y a que la substance qui compte. En tout cas, j'en suis arrivé à me demander si le ton de ma correspondance n'était pas déplacé.
Donc piqué au vif, Truffaut présente aussitôt ses excuses. « Vous avez eu raison de m'engueuler, car j'avais tendance à me laisser aller à cette facilité, dicter tous les matins quelques lettres pour expédier les affaires courantes et me donner ainsi l'impression à moi-même que je suis un big businessman, un self-made man, un homme de first class quality, que sais-je encore. Bref, grâce à vous, je vais me conduire mieux. Je reprends l'habitude de taper moi-même quelques lettres à la maison et mes amis provinciaux ou étrangers vont se demander pourquoi je deviens si affectueux, sans se douter qu'ils doivent cela à Hélène Scott, ma chère Hélène. » Donc voilà, ça commence donc une très très importante correspondance entre celui qui se surnomme la truffe, Truffaldin, et celle qu'il surnomme Scotty ou Mascotte, qui est une sorte, et c'est une source essentielle, je dirais, pour tout historien de la Nouvelle Vague, une sorte de journal intime de la Nouvelle Vague qui s'écrit là, à travers ces centaines de lettres. Donc il y a l'idée, d'une certaine manière, à travers la correspondance, de créer, de renforcer l'amitié, qui est une amitié évidemment toujours créatrice. Cette amitié n'est pas, entre guillemets, purement amicale, ou en tout cas l'amitié passe par le fait de créer ensemble, de fabriquer ensemble, soit des textes, des critiques au cœur des années 50, soit des films. Même, chacun travaille de son côté et en même temps, ils se partagent quelque chose à travers justement la correspondance. Je pourrais comparer ça à un phénomène, je dirais presque de cordée, une cordée créatrice, dont la lettre est à la fois le témoignage et, je dirais, la corde même aussi. L'échange de lettres fabrique et renforce la corde de la cordée. L'un des meilleurs exemples de cela pourrait être, je vais donner deux exemples, dans la relation de Truffaut et de Romer et dans la relation de Truffaut et de Godard. Truffaut est toujours... surtout avec Romer, en fait, l'initiateur un petit peu, aussi bien de ce travail en commun que de la correspondance qui l'accompagne. Donc là, pour donner le contexte de ce moment de correspondance entre Truffaut et Godard, on est en 1956. Truffaut est le critique vedette du magazine de l'hebdomadaire Art, et il commence à être débordé, et donc il fait appel à Romer pour le seconder, pour devenir en quelque sorte son alter ego. Mais pour cela, il a besoin très concrètement de former Romer, qui n'a pas encore l'agilité, je dirais, de l'écriture critique et de l'écriture journalistique de François Truffaut. Donc on va lire dans cette correspondance, qui commence le 17 avril 1956, sur quelques mois comme ça, l'apprentissage, véritable initiation de Romer, qui devient, au contact de Truffaut, un véritable critique professionnel, ce qui n'était pas auparavant. Donc voici, cela commence le 17 avril 1956. Cher Maurice, c'est Maurice Scherer, c'est le vrai nom d'Éric Romer, Art est en panne de salade. Il faut en profiter. Avant vendredi, amenez-moi un secret, c'est une rubrique, le secret professionnel, sur je ne sais quoi, la comédie américaine, le film noir, que sais-je, ou un metteur en scène, le dialogue, l'adaptation, Balzac et le cinéma, Poe ou Stevenson. Lisiblement écrit, très lisiblement. On pourrait envisager aussi que vous écriviez 2 ou 3 critiques pendant que je serai à Cannes. Ami Truffe. Donc Romer s'exécute et propose un premier texte. Et ce premier texte va être suivi en 2 ans et demi d'écriture pour Art, au contact de Truffaut, par 180 articles dans l'hebdomadaire. Donc Truffaut et Romer vont former très vite un bon duo dans Art, qui va occuper quasi exclusivement la place du mois de mai 1956 à la fin de l'année 1957. Donc c'est une association où Truffaut est essentiellement le stratège, qui jongle avec les articles et les films, distribue les rôles en fonction des
des journaux, soit écrire dans Art, soit écrire dans les cahiers du cinéma, relit les textes à toute vitesse, coupe, reprend, ménage ou attaque, élabore des stratégies, hein, et donne ses consignes aussi qui sont précises, son regard affûté. Et puis aussi il protège Rohmer, hein, qui devient entre ses mains une sorte de créature truffaldienne. Un étrange rapport s'établit entre les deux hommes, où l'aîné de 12 ans, donc Rohmer, pourtant l'un des théoriciens les plus reconnus du moment, se prête, peut-être évidemment en partie pour améliorer ses fins de mois, au jeu que lui fait jouer son virulent et brillant cadet. Voici par exemple un extrait de cette correspondance. Le 9 août 1956, Truffaut prend les manettes des cahiers du cinéma pendant l'été. Il est seul pendant que Rohmer part quelques semaines en vacances. Dans la lettre qu'il lui écrit, on saisit la nature de leur relation. Tout va bien ici ou presque. Nous avons fait nous-mêmes la mise en page, Rivette, Beach et moi. Le numéro aura une certaine allure. Pour Art, tant mieux si vous m'envoyez l'article envisagé sur les femmes et le cinéma. Tant mieux surtout si vous pouvez rentrer à Paris avant le 26 août afin de nous voir, Doniol et moi, avant notre départ pour Venise, tant pour Art que pour les cahiers. Le dossier Scherer dans mon tiroir grossit à vue d'œil. Il vous permettra de mener à bien la réalisation du prochain numéro. Envoyez-moi un petit mot et n'oubliez pas le cinéma, vos amis, Paris, le journalisme, votre scénario et le reste. Bronzez-vous et acceptez mes amitiés. À la fin du mois d'août, donc Truffaut prend le relais, il part à Venise et laisse quelques conseils à Rohmer au moment où il part pour la Mostra. Voici transmis mon savoir sur quelques lignes. En ce qui concerne les cahiers, écrit-il, calibrage des photos et des textes, rapport avec l'imprimerie, épreuve, mise en page, Beach vous donnera un sérieux coup de main. Quant à Art, ce sera peut-être un peu plus délicat, à moins que vous ne puissiez aller au Marbre le lundi matin vers 8 h comme je le fais chaque semaine. Pour les rubriques sélection et nouvelles du cinéma, vous pourrez vous faire aider, mais vous devrez assurer vous-même la rubrique critique de films, à moins que je puisse, avant de quitter Paris, laisser 1 ou 2 films secondaires d'avance. Je vous laisserai aussi un dossier de photos illustrant mes articles de Venise. J'enverrai des articles assez longs pour vous éviter d'avoir à trouver des secrets professionnels en pagaille pour combler les trous. Bref, tout se passera bien, j'en suis certain. Il n'est qu'à placer l'une à côté de l'autre, votre lettre et la mienne, pour se rendre compte que votre frappe est bien meilleure. Triomphe encore de l'universitaire sur l'autodidacte. Si vous devez me battre aussi sur la vitesse, alors... Il est vrai que je ne me sers de la main gauche, que de la main gauche, ni pour manger, ni pour travailler. Il est vrai que je ne me sers de la main gauche, ni pour manger, ni pour travailler. Donc Rohmer, en quelque sorte, est à bonne école, hein, comme on le voit, à précision, les détails de cette lettre. L'autre cordée amicale, hein, c'est celle qui lie Truffaut et Godard, dans ce que Truffaut appelle lui-même d'ailleurs la politique des copains, c'est-à-dire Truffaut étant le plus précoce des jeunes cinéastes à passer à la réalisation, il a de manière très concertée, très volontariste, l'ambition de faire passer à la réalisation, d'aider en tout cas à cela, tous ses copains, comme il dit. Voici ce qu'il écrit par exemple au moment où il prépare un projet de film à sketch, des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, où chacun de ses copains aurait tourné un sketch. Voici ce qu'il écrit au producteur de ce film, qui ne se fera pas. Cela donnerait un côté fraternel à l'entreprise, et même un peu polémique, anti-vieille vague, qui me plairait assez. Bref, il faut se bagarrer et profiter de ce que la porte est entr'ouverte pour faire passer les copains avant qu'il ne soit trop tard. Donc cette politique des copains, elle peut aussi d'ailleurs concerner un certain nombre de plus vieux cinéastes, puisque Truffaut va essayer d'aider Cocteau, Rossellini, Ophuls à continuer à tourner, mais elle concerne essentiellement Demy, Rivette, Rosier, Varda, et donc Jean-Luc Godard. Hein, puisque à la fin de l'année, à l'été 1959, plus exactement, Godard est le seul de ce que Truffaut aussi appelle la mafia des cahiers à ne pas avoir réalisé de longs métrages. Et donc Godard ne va cesser, dans toute une série de lettres, de proposer à Truffaut des sujets.
Par exemple, voici ce qu'il écrit à propos d'une adaptation de Simenon, hein, d'un roman de Simenon qui s'appelle Quartier Nègre, qu'il veut tourner avec Nicole Courcelles. Ça se passe à Panama, que je connais bien, lui écrit Godard, sans blague. C'est le genre de film qui serait inouï à tourner comme Rouge avec ses nègres. Est-ce que tu peux te renseigner, c'est-à-dire de façon documentaire, hein, sur une tribu comme Rouge tourne avec les tribus africaines? L'idée de Godard, qui va d'ailleurs mettre en pratique très vite, hein, c'est de tourner un documentaire sur la tribu parisienne, en l'occurrence à bout de souffle. Est-ce que tu peux te renseigner pour savoir qui a les droits cinéma? C'est édité dans la collection des Simenon Verts chez Gallimard. Puis te débrouiller pour les dégoter. Sérieusement, est-ce que la Cédif, c'est-à-dire la société de production et de distribution du beau-père de François Truffaut, hein, qui a cette force-là, il a dans sa main un producteur assez puissant, plus le succès de son premier film, Les 400 coups, qui est sorti en mai 1959, est-ce que la Cédif marcherait soit pour une minuscule garantie avec de petits acteurs, soit pour une plus grande avec des acteurs moyens? Amitié à toi, dis-toi bien que tous les jeux de mots que tu es en train de faire, je les ai déjà faits. Donc voilà, Truffaut va sans cesse essayer d'aider Godard, et c'est dans cette logique-là, hein, que Godard va proposer à un producteur qu'il rencontre, Georges de Beauregard, qui est intéressé par les films jeunes, à travers le succès que rencontrent à ce moment-là les premiers films de la Nouvelle Vague. Et Godard a l'idée de proposer à Beauregard le synopsis d'À bout de souffle. Il se souvient que c'est Truffaut qui lui a raconté, quelques années auparavant, cette histoire. Et pressé, il demande dans un mot à son ami Truffaut je cite, « Si tu as le temps de me finir en 3 lignes l'idée de film commencé métro Richelieu-Drouot, c'était le bon temps, bien que je ne dispose pas de Françoise Sagan, je pourrais en faire des dialogues. » Et donc ce sont les 4 pages de ce fait divers devenu synopsis sous la plume de Truffaut, sous le nom de À bout de souffle, qui vont convaincre Georges de Beauregard. Donc Truffaut suit en quelque sorte la genèse, la préparation de ce film, et il peut en être mis au courant à travers la correspondance qu'il échange avec Godard. Voici ce que lui écrit Godard à la veille de tournée, le 17 août 1957. Je te ferai lire la continuité dans quelques jours. Après tout, c'est ton scénario. Je pense que tu seras une nouvelle fois assez surpris. Hier, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Melville. Grâce à lui et d'avoir vu les rushs du Grand Momo, c'est-à-dire Éric Rohmer, qui est en même temps en train de tourner Le Cygne du Lion, mon moral est enfin en 4e vitesse. Il y aura une scène où Gene Seberg va interviewer Rossellini, ce sera finalement Jean-Pierre Melville qui jouera le rôle, pour le New York Herald. Je pense que tu n'aimeras pas ce film, bien qu'il soit dédié à Baby Doll, mais via Rio Bravo. Je voudrais t'écrire encore très longtemps, mais je suis tellement paresseux que cet effort va m'empêcher de travailler jusqu'à demain. Or, on tourne le 17, qu'il vente ou qu'il pleuve. En gros, le sujet sera l'histoire d'un garçon qui pense à la mort et celle d'une fille qui n'y pense pas. Les périples seront celles d'un voleur d'auto, Melville va me présenter des spécialistes, amoureux d'une fille qui vend le New York Herald, et suit des cours de civilisation française. Ce qui me gêne, c'est d'avoir dû introduire quelque chose à moi dans un scénario qui était de toi. Mais nous sommes devenus bien difficiles. Il n'y a qu'à tourner, tant et plus, sans faire les malins. Amitié d'un de tes fils. Et voici la lettre qu'au même moment Godard écrit à son producteur, au petit matin du premier jour de tournage, à l'aurore de cette carrière qui inaugure en quelque sorte la carrière de Godard. C'est lundi, cher Georges de Beauregard, il fait presque jour. La partie de poker va commencer. J'espère qu'elle rapportera pas mal d'oseille, mot charmant que l'on n'emploie plus guère. Je voudrais vous remercier de me faire confiance. Je m'excuse d'avance si par hasard je suis de mauvaise humeur le mois qui vient. J'espère que notre film sera d'une belle simplicité ou d'une simple beauté. J'ai très peur, je suis très ému, tout va bien, je vous écris presque comme à mes parents et vous lègue comme première mise pour la partie qui commence cette devise de Guillaume Apollinaire, tout terriblement JLG. Donc il y a là une amitié que vous avez compris, entendue à travers ces échanges de correspondance qui à la fois disent cette amitié et dit aussi évidemment la fabrique
du film en cours. Hein. On est là dans le présent, c'est quelque chose qui est évidemment essentiel avec la correspondance, hein, dans le présent du jour même, du premier jour même du tournage d'À bout de souffle, par exemple, à travers les sentiments les plus contradictoires, en quelque sorte, qui animent Godard au petit matin de son film. Cette amitié de travail, cette amitié qui commence avec la critique, qui se poursuit avec les premiers films, elle va parfois être une amitié au long cours, entre des cinéastes qui sont évidemment très différents. Hein, il y a finalement peu de points communs entre Godard, Truffaut, Romer dans le cinéma, sauf qu'ils ont commencé au même moment et qu'ils ont été amis au même moment. Mais il y a une solidarité parfois continue, malgré les disputes, parfois. Et cela est dit par les mots envoyés et reçus, notamment au moment des sorties de films, des épreuves, des maladies traversées. C'est le cas par exemple de Romer, dans les archives Romer, on a beaucoup de petits mots, aussi bien de Godard, de Truffaut que de Rivette. Et Romer entretient des liens avec ces cinéastes de la Nouvelle Vague, essentiellement à travers cela, à travers la correspondance. Romer n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup rendre visite, qui n'a jamais déjeuné au restaurant, par exemple, hein, de sa vie. Donc il est quelqu'un qui fonctionne essentiellement par la cérémonie du thé, hein, où il reçoit ses proches, ses acteurs, ses actrices, ses collaborateurs vers 5 heures dans son bureau des films du Losange. Mais ce n'est pas les gens de la Nouvelle Vague, les cinéastes de la Nouvelle Vague ne participent pas à cette cérémonie du thé. La façon qu'ils ont de marquer leur solidarité, leur admiration aussi parfois avec Romer, c'est à l'égard de Romer, c'est de lui envoyer des mots. Hein, c'est par exemple le cas alors que souvent ils sont très proches géographiquement, hein, c'est même très, très caricatural. Truffaut habite à avenue Pierre Ier de Serbie, à 50 mètres des bureaux d'Éric Romer, hein, des films du Losange, et Godard, à son bureau Périphéria, partage le même immeuble que les films du Losange. Donc ils se croisent parfois, mais cela ne les empêche pas de décrire. Hein. La proximité géographique ne remplace jamais l'écriture ni le signe amical. C'est par exemple ce que Godard écrit en ayant vu Le Rayon Vert. Cher grand Momo, le rayon vert est si resplendissant de jeunesse et de grandeur que ces pauvres mots ne sauront dire l'émotion engendrée par tant de preuves de foi envers l'être humain et l'univers, chacun étant tour à tour le point de vue de l'autre. Veuillez dire à Marie Rivière combien son invention n'a d'égal que sa probité. Avec Truffaut, il y a eu des désaccords entre Truffaut et Romer, autant qu'avec entre Truffaut et Godard. Hein. Il y a même eu des coups, des putschs, des prises de pouvoir. Truffaut a organisé des choses que Romer n'a sûrement pas oubliées, mais les mots ont en quelque sorte recouvert les épreuves, recouvert les blessures d'amour-propre qui avaient pu avoir lieu. Il y a une sorte de florilège, si vous voulez, des petits mots que Truffaut envoie à Romer. Par exemple, le 2 janvier 1975, « Cher grand Momo, je vous adresse la photocopie d'une lettre-document que j'ai reçue d'une vieille jeune amie commune, Laurette. Ce qu'elle a écrit de sa main, en haut de la page, « Comment va Scherer ?» me stupéfie, car cela semble indiquer qu'elle n'a pas opéré le rapprochement entre Scherer et Romer. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas répondre à son message, dans l'ignorance où je suis de vos intentions, et aussi parce que je crois que le choc émotionnel sera plus grand, déclenché par vous. À vous de jouer, amicalement et fidèlement vôtre. » La Laurette en question était un des béguins de jeunesse de Maurice Scherer. Puis arrive une carte postale lors de la sortie de La Chambre verte, adaptée de L'Hôtel des morts de Henry James, que le cadet avait donné à lire à son aîné Romer. « Mon cher Romer, votre approbation me touche. Comme vous le savez, le box-office de La Chambre verte est désastreux, mais vos 2 lignes valent 200 000 entrées. À bientôt, j'espère, amitié. Le 8 juin 1977, mon cher ami, j'ai été indigné par ce que j'ai appris à propos de l'avance sur recette pour votre prochain film. Perceval, on lui a refusé l'avance sur recette. J'espère que les choses s'arrangeront. À bientôt, j'espère. Au hasard du trottoir, amitié. Le 8 janvier 1979. Je sais que vous ne déjeunez pas, mais prenons le thé ensemble.
avant ou après la sortie de votre film. PS, faites-moi l'amitié de ne pas aller voir L'amour en fuite. Merci. Tous ces mots, ou presque, sont rassemblés par Rohmer juste après la mort de Truffaut, à l'automne 84, en un moment de grand désarroi pour un homme qui a perdu en même temps l'une de ses jeunes égéries, Pascal Augier. Dans une enveloppe Kraft, il adresse un gros volume de correspondance, de mots de Truffaut à Gilles Jacob, qui est en train de réunir la correspondance de Truffaut, qui va paraître 2 ans plus tard chez Hatier. Mon cher Claude, écrit Rohmer à Gilles mon cher Gilles, pardon, écrit-il à Gilles Jacob. Voici le résultat de mes recherches. Je n'ai censuré que de très rares passages, principalement l'un où François, pour la seule et ultime fois de nos rapports épistolaires, me faisait des confidences sur sa vie sentimentale. C'est plutôt les confidences sur la Lorette, c'est plutôt la vie sentimentale de Rohmer d'ailleurs que celle de Truffaut. Je voulais dans un deuxième temps parler de la manière dont vous avez vu comment la correspondance construit et suit et est essentielle à l'amitié cinématographique des gens de la Nouvelle Vague. Comment est-ce que la plupart de ces cinéastes vont faire aussi un usage cinématographique de la lettre, bon, ça peut être un usage critique. On connaît dans les archives Truffaut toutes ces lettres que Truffaut adresse au printemps 1954 à toute une série de grands cinéastes. Je vous admire, j'aimerais vous rencontrer, j'aimerais écrire sur vous et parler de vous dans la presse. Preston Sturges, Jean Renoir, Luis Buñuel, Max Ophuls, Abel Gans, Roberto Rossellini, Fritz Lang, Nicolas Ray reçoivent cette lettre à peu près au même moment. Et on a une bonne demi-douzaine de réponses de ces grands cinéastes, aussi bien Fritz Lang, Ophuls que Julien Duvivier. Mais il y a aussi un usage, je dirais, presque cinématographique, plus exactement d'ailleurs cinématographique de la lettre, de la forme lettre. Ce qui fait la vérité de l'amitié à l'intérieur de la Nouvelle Vague, donc la lettre, est aussi une forme soit littéraire, soit cinématographique. D'abord, forme littéraire, c'est par exemple le principal texte de Jacques Rivette, publié dans les Cahiers du cinéma en avril 1955, qui est un texte critique, mais qui est publié sous forme de lettre. Donc il y a chez Rivette un usage, je dirais, littéraire de la lettre comme forme, comme forme critique. La critique devient ici, grâce à la lettre, en quelque sorte, un genre littéraire. C'est ce que Rivette appelle la lettre sur Rossellini, qui donc se présente matériellement comme une lettre. C'est à la fois parce que Rivette est malade, il est en sanatorium, loin de Paris, donc la lettre sert à la fin de l'hiver 54 pour lui à prendre des nouvelles et à en donner en quelque sorte. Donc la lettre sur Rossellini, c'est une manière pour Rivette de donner des nouvelles au cahier de son amour pour Rossellini. Il y a donc dans cette lettre une forme de déclaration d'amour, qui est un des usages littéraires de la lettre, de la correspondance. Et il y a aussi un usage polémique, puisque Rivette prend à partie dans la lettre, dans le début de cette lettre sur Rossellini, tous ceux qui repoussent le cinéma de Rossellini et notamment son voyage en Italie. Godard aussi va faire un usage littéraire de la lettre, de la forme lettre, dans ce moment assez célèbre de son existence, qui est sa polémique avec André Malraux. Le 6 avril 1966, Godard publie dans le Nouvel Observateur sa lettre au ministre de la Culture, culture avec un K, à l'allemande. Donc c'est là un usage polémique, stratégique, politique, pamphlétaire de la forme lettre. S'adresser directement à quelqu'un, c'est-à-dire faire une sorte de duel, d'alter ego, Godard-Malraux, et tout en rendant public ce duel, puisque cette lettre n'est pas destinée à être privée, mais c'est ce qu'on appelle une lettre ouverte par sa publication dans le Nouvel Observateur. Je vous lis juste les débuts de cette lettre célèbre. «
Je ne suis pas tellement sûr, cher André Malraux, que vous compreniez quelque chose à cette lettre. Donc c'est vraiment une lettre. Mais comme vous êtes le seul gaulliste que je connaisse, il faut bien que ma colère tombe sur vous. Et après tout, ça tombe bien. Étant cinéaste comme d'autres sont juifs ou noirs, je commençais à en avoir marre d'aller chaque fois vous voir et vous demander d'intercéder auprès de vos amis Roger Frey et Georges Pompidou pour obtenir la grâce d'un film condamné à mort par la censure, cette Gestapo de l'esprit. Donc ici, Godard défend la religieuse de Rivette, censurée par le pouvoir gaulliste. Il y a aussi évidemment un usage filmique de la lettre dans le cinéma de Truffaut et de Godard. Dans celui de Truffaut, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Dans celui de Godard, c'est encore plus flagrant. Hein, la lettre peut parfois participer, je dirais, à la narration même du film. Hein, exactement comme au XVIIe et XVIIIe siècle, le genre du roman par lettre était quasi dominant dans la littérature. Godard, lui, invente de façon peut-être plus originale ce qu'on pourrait appeler le film par lettre. Donc je vais vous montrer un extrait des Carabiniers. Le film que Godard réalise en 1963. C'est l'écriture de Godard lui-même. Hein. Et le film, comme ça, est rythmé par l'envoi de ce qui va apparaître dans le film comme des cartes postales, en fait. Les deux carabiniers, au gré de leur mission, de leur campagne, visitent toute une série. Alors là, c'est les nouvelles, c'est aussi passionnant pour autre chose, c'est la construction des cités dans la banlieue parisienne. Hein. On est en 1963, donc c'est vraiment les cités qui sortent de terre à ce moment-là, et Godard saisit ce moment-là déjà de façon presque prémonitoire, alors que ces cités sont construites sous l'angle du progrès. Hein, on est dans une civilisation du progrès qui va mettre à disposition des familles des lieux d'hygiène, voilà, pour sortir des taudis de la banlieue parisienne. Godard les filme déjà comme des espaces concentrationnaires, en fait. Il a compris en quelques plans le destin des cités de banlieue. Qu'est-ce que c'est? Allez, faites votre prière. Qu'est-ce que vous faites là? On réquisitionne les immeubles et on tue les concierges. On nous a dit qu'on avait le droit. Donc la lettre, la carte postale plus exactement, vous allez voir, joue un rôle, je dirais, comme de contrepoint ironique. Hein, de contrepoint ironique aussi bien aux images d'archives qui illustrent les horreurs du siècle, les grands bombardements, les massacres, qu'aux images même de Godard, qui sont des images où les personnages jouent à la guerre, en quelque sorte. Ce sont des images elles-mêmes ironiques de la guerre, et les cartes postales qui rythment le récit, comme ça, qui construisent même le récit, redoublent le contrepoint ironique.
laisser sortir le monsieur. Descendez. Est-ce que vous êtes mexicaine? Oui. Est-ce que c'est votre mari, ce type-là? Non. Dommage. Parce que je pourrais dire. Je n'ai jamais vu un Mexicon. Donc les femmes ou filles des soldats, des soldats perdus, des carabiniers, reçoivent comme ça, tout au long du film, les cartes postales qu'ils leur envoient et qui racontent leur campagne. Ça reprend à la fois, je dirais, presque ce que Truffaut racontait dans Jules et Jim, de façon ironique et décalée, évidemment, c'est-à-dire les nouvelles du front, hein, les nouvelles de la guerre, tout en construisant, je dirais, presque la violence du film, puisque ces cartes postales décrivent de façon très ironique que des actes qui sont des actes de massacre ou d'exaction. Alors l'autre usage cinématographique de la lettre chez Godard, ce n'est pas le film par lettre, c'est ce qu'on pourrait appeler le film-lettre. Hein, un usage presque expérimental qui lui permet, sur le mode de la lettre, c'est-à-dire de la confession, hein, de dire tout de ses pensées et de filmer tout de ses pensées. Donc la lettre ici, la lettre-film, combine à la fois la confession et en quelque sorte l'essai cinématographique. Et donc à partir des années 80, Godard va faire beaucoup de films de type expérimentaux en vidéo qui sont des lettres. Hein, et cela est initié et inauguré par une des plus belles d'entre elles, qui est la lettre à Freddy Buach, hein, qui date de 1981, qui est un film-lettre sur Lausanne. Mon cher Freddy, je vais essayer de parler de ce court-métrage sur la ville de Lausanne. Toujours parler sur. Je voudrais essayer même pas de parler de là je te parle pour te guider, tu vois. Je pense qu'ils seront furieux parce qu'ils diront on avait commandé, on a donné de l'argent pour un film sûr, et ça c'est un film il n'arrive pas encore à la surface. Il est encore au fond des choses. Et toi et moi, on est trop vieux et le cinéma va mourir bientôt, très jeune, sans avoir donné tout ce qu'il a pu donner. Alors il faut aller vite au fond des choses. Il y a urgence. On essayait. Souvent la police est venue nous arrêter quand on tournait. L'autre jour,
J'arrête là pour pouvoir aller plus vite et conclure. Donc il y a là ce film, Mon cher Freddy, hein, je vais essayer de te parler. Donc on est là vraiment dans le dialogue épistolier qui permet à Godard en quelque sorte de transcrire dans un film-lettre sa pensée en cours, sa pensée en cours de construction, ses hésitations, ses jeux de mots, de partager en quelque sorte à la fois sa pensée, ses idées et son mode de pensée, son mode d'élaboration du cinéma. Hein. Et donc, et c'est tout à fait symptomatique que cette lettre, la correspondance, coïncide avec les images de la technique du cinéma. Hein, il y a d'un côté la technique du cinéma qui permet de fabriquer le film et en même temps, concomitamment, la technique épistolaire qui permet de fabriquer, je dirais, des formes de la pensée, de correspondance entre la pensée et les formes, entre la pensée et les couleurs. Et donc ce genre du film-lettre va être quelque chose qui est très très important dans l'œuvre de Godard, dans ce qu'on pourrait appeler son œuvre d'essayiste du cinéma. Et je voulais conclure en disant évidemment que les lettres, c'est aussi ce qui dit la fin de l'histoire. Hein, c'est ce qui raconte généralement les ruptures, les trahisons, qui est une autre vérité de l'amitié. Hein, l'amitié, elle est dite par la correspondance qui la constitue, qui en est comme le sang, les nerfs, mais qui est aussi, cette amitié, quand elle prend fin, elle est dite aussi par les lettres. Hein, c'est l'expression courante, hein, se dire ces 4 vérités, et la correspondance sert aussi évidemment à cela. Et on va retrouver à certains grands moments de rupture de la nouvelle vague, de fracture au sein du mouvement, toute une, je dirais presque une sorte de prurite épistolaire, comme ça, toute une densité de lettres, alors qu'on retrouve, je passerai vite sur ce moment entre juin 62 et juin 63, dans ce moment de bascule au Cahier du cinéma, quand Jacques Rivette, appuyé sur Doniol Valcroze, Truffaut, Godard, va prendre le pouvoir et réussir à faire renvoyer Éric Rohmer. Hein. Il y a toute une série d'échanges assez nombreux et tout à fait révélateurs. C'est comme ça que moi j'ai réussi à raconter de l'intérieur en quelque sorte ce mouvement de fracture si important au sein de la nouvelle vague. Hein. C'est grâce à la correspondance échangée entre Doniol, Truffaut et Rohmer essentiellement. Et puis l'autre fin de la nouvelle vague qui est dite par les lettres, c'est bien sûr la grande rupture entre Godard et Truffaut. Hein, quelque chose est en train de disparaître et il y a là une profonde mélancolie qui est absolument transcrite par les lettres. Et cela prend un tour, vous le savez sûrement, entre Truffaut et Godard qui est extrêmement polémique, hein, très abrupt, très violent même, et la correspondance dit cette violence. Alors je vais vous montrer peut-être pour finir un court extrait du film que j'avais non pas réalisé mais écrit et réalisé par Emmanuel Laurent, qui s'appelle Deux de la vague, la fin du film qui montre la rupture épistolaire entre Truffaut et Godard. Marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Ça, c'est un extrait de La Nuit américaine. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. À la mi-juin 1973, Jean-Luc Godard, sorti exaspéré d'une projection de La Nuit américaine, écrit à François Truffaut. Probablement, personne ne te traitera de menteur. Aussi je le fais. Ce n'est pas plus une injure que fasciste,
c'est une critique. Et c'est l'absence de critique où nous laisse ton film, dont je me plains. Tu dis, les films sont de grands trains dans la nuit. Mais qui prend le train? Dans quelle classe? Et qui le conduit avec le mouchard de la direction à ses côtés? Et si tu ne parles pas du Trans-Europe, alors c'est peut-être celui de banlieue, ou alors celui de Dachau-Munich, dont bien sûr, on ne verra jamais la gare. Tu es un menteur. Godard a également écrit une lettre sévère à Léo, qu'il fait passer par Truffaut. Attends, il y aurait beaucoup de gens. Il y aurait des ouvriers. Ça, c'est Tout va bien de Godard. Il y aurait des paysans. Qui est absolument contemporain de La Nuit américaine. Et des bourgeois. Et des bourgeois, petits et grands. La réponse de Truffaut est violente. Longue lettre de 20 pages qui marque la rupture définitive dans cette amitié et peut-être plus encore, une véritable fracture dans l'histoire du cinéma français. Je te retourne ta lettre à Jean-Pierre. Je l'ai lue et je la trouve dégueulasse. C'est à cause d'elle que je sens le moment de te dire longuement que selon moi, tu te conduis comme une merde. Tout ça bougerait énormément à chaque place son petit mouvement. Je n'aime pas chez toi cet art de te faire passer pour une victime, alors que tu te débrouilles toujours très bien pour faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et surtout, préserver l'image pure et dure que tu veux entretenir, fût-ce au détriment des gens sans défense. Comportement de merde. L'idée que les hommes sont égaux est théorique chez toi et n'est pas ressentie. Il te faut jouer un rôle, et que ce rôle soit prestigieux. Truffaut et Godard ne se reverront plus, et le cinéma français, du moins la nouvelle vague, en restera brisé. Sur ce visage... Donc Truffaut et Godard ne se reverront plus. Il y a un dernier échange épistolaire, je conclurai là-dessus, entre Truffaut et Godard, en 1980, donc 7 ans après cet échange, où Godard revient quelque sorte à la charge, revient à un moment très particulier de son existence, quand il a traversé une sorte de désert, et qui veut revenir sur le premier plan public, la scène publique du cinéma. Il va proposer à Truffaut de faire un livre en commun, d'inviter Truffaut chez lui en Suisse pour faire un livre de dialogue, un livre d'entretien qui serait publié chez Gallimard, dit-il. Il propose aussi la même chose, il se trouve que aussi bien Chabrol que Rivette sortent un film au même moment, et donc de reconstituer en quelque sorte la ligue dissoute de la nouvelle vague. Et Truffaut répond de façon extrêmement violente, donc c'est une lettre qui est la sœur jumelle de celle que vous avez entendu lire ici, qui est beaucoup plus célèbre, cette lettre où Truffaut dit à Godard qu'il se comporte comme une merde. Voici la lettre de Truffaut. « Ton invitation en Suisse est extraordinairement flatteuse quand on sait à quel point ton temps est précieux. Ainsi donc, à présent, tu as remis les Tchèques, les Vietnamiens, les Cubains, les Palestiniens, les Mozambicains sur les bons rails, et tu vas désormais te pencher avec sollicitude sur la rééducation du dernier carré de la nouvelle vague. J'espère que ce projet de bouquin hâtif à fourguer chez Gallimard ne signifie pas que désormais tu te fiches du tiers-monde comme du quart. Ta lettre est épatante et ton pastiche du style politicard est très convaincant. Le final de ta lettre restera comme une de tes meilleures trouvailles, amitié quand même. Ainsi, tu ne nous tiens pas rigueur de nous avoir traités de malfrats, de pestiférés, de crapules. En ce qui me concerne, je suis d'accord pour venir voir ta localisation, comme tu dis, quelle jolie expression, quand je pense à tous les hypocrites qui diraient tout bonnement ma maison. Mais c'est un privilège que je voudrais partager avec d'autres, disons 4 ou 5 personnes qui pourraient recevoir ta parole et la répandre ensuite tous azimuts à travers le monde. Je te demande donc d'inviter en même temps que moi Jean-Paul Belmondo. Tu as dit qu'il avait peur de toi et il serait temps de le rassurer. Je tiens aussi à la présence de Vera Chytilova, dénoncée par toi comme révisionniste dans son propre pays en pleine occupation soviétique. Sa présence à ton colloque me semble nécessaire, car je suis sûr que tu l'aiderais à obtenir son visa de sortie.
Pourquoi négliger Lolé Bellon, dont tu disais dans Télérama qu'elle est une vraie salope? Enfin, n'oublie pas Boum Boum, notre vieille amie Braunberger, qui m'écrivait au lendemain de ton coup de téléphone: sale juif est la seule insulte que je ne peux pas supporter. J'attends ta réponse sans impatience excessive, car si tu deviens un groupie de Coppola, le temps te manquera peut-être. Il n'est pas question de bâcler la préparation de ton prochain film autobiographique dont je crois connaître le titre: Une merde est une merde. Alors il y a un dernier, je prends 2 minutes pour conclure sur cette violence. Hein, voilà, la lettre, c'est aussi cela, c'est aussi le pamphlet, c'est aussi la violence. Truffaut donc ne va pas évidemment au rendez-vous que Godard lui propose. Donc ils ne se reverront pas. Et Godard va quand même écrire une dernière lettre. Hein, donc c'est cette sorte de tristesse, je dirais presque de remords, hein, qu'on peut lire dans cette dernière lettre. La lettre en fait aux disparus, l'adresse aux morts, à l'ami disparu sans retrouvailles. C'est une lettre à François Truffaut, donc écrite après la mort de Truffaut, hein, le 21 octobre 1984. Une sorte de tombeau, hein, de sépulture pour l'amitié morte, que Godard écrit en tête de la correspondance qui est publiée par Gilles Jacob de François Truffaut, hein, ce volume où on va découvrir l'importance de la lettre et du genre épistolaire chez Truffaut. Et donc, la lettre en soi, je vous lis la fin. Hein. Pourquoi me suis-je querellé avec François? Rien à voir avec Genet ou Fassbinder. Autre chose. Heureusement demeuré sans nom, idiote, demeuré. Saturne nous dévora, et l'on se déchira peu à peu pour ne pas être mangé le premier. Le cinéma nous avait appris la vie, elle a pris sa revanche. Notre douleur parlait, mais notre souffrance resta du cinéma, c'est-à-dire muette. François est peut-être mort, je suis peut-être vivant, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Merci.